Alors, je me présente, je m'appelle Édouard Legal, je suis designer d'expérience chez EY Faber Novel, spécialisé en recherche utilisateur. Bonjour, Bastien Nation, designer d'expérience chez EY Faber Novel et spécialiste en accessibilité numérique. Bonjour, moi c'est Julia Suzuki-Tsuji, je suis la directrice de l'équipe design d'expérience d'EY Faber Novel. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter une quête qu'on a menée à la recherche d'une véritable accessibilité. Alors, quand j'ai connu le fin mot de cette histoire de Jean et Marie-Hélène, forcément, je l'ai raconté partout autour de moi. Je l'ai raconté en réunion d'équipe. Et en fait, on en a pas mal reparlé avec Julia et Bastien. On s'est dit que cette histoire, elle montrait plusieurs choses intéressantes. La première, d'abord, c'est qu'elle montre le quotidien des personnes handicapées en général. J'ai fait pas mal de recherches utilisateurs avec des gens de différentes sortes de handicaps, et des histoires comme ça, il y en a plein. Des histoires où un petit aléa de la vie prend des proportions énormes et devient un parcours du combattant. Ensuite, la deuxième chose intéressante, c'est qu'elle montre comment nos sens sont biaisés. D'un côté, Jean, qui avait quand même senti une odeur. Il sentait que c'était peut-être pas de l'eau, mais il n'avait pas réalisé que c'était du sang. Et de l'autre côté, les policiers et le plombier, qui, en voyant du sang sans plus creuser, se sont dit que c'était une scène de crime. Et puis une troisième chose, c'est que Jean, il m'a dit qu'il avait mal pris cette histoire pour une raison, c'est que ça l'avait rappelé à son handicap. Ça lui avait rappelé qu'il ne voyait pas. S'il avait vu cette histoire, elle ne serait jamais arrivée. Et en fait, les personnes handicapées, malgré leur handicap, elles font plein de choses de manière autonome, même plus qu'on croit. Mais quand elles sont dans une situation qui les met en difficulté du fait de leur handicap, c'est là qu'elles vont souffrir. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu nous racontes tout ça? C'est quoi le rapport avec le design, avec le numérique? Eh bien, justement, c'est que dans le design, dans le numérique, tout tourne autour de notre perception, de nos sens. On vit tous dans un même monde, mais on en a des perceptions complètement différentes. Et c'est vrai aussi pour le monde numérique. Le fait qu'on accède aujourd'hui au monde numérique via des interfaces graphiques, c'est pas du tout une évidence. En fait, c'est plus pour des raisons technologiques que cette manière d'y accéder s'est imposée. Et quand je suis en famille à Noël, qu'on a tous bien mangé, qu'on va tous dans le canapé pour geeker, je vois Jean qui sort son smartphone et ça fait quelque chose un peu comme ça. Voilà. Pour les aveugles, c'est, et ce n'est que ça, Internet, c'est du son. Et comme pour l'histoire que je viens de vous raconter, si l'interface sonore est mal faite, ça aura pour conséquence de leur faire vivre des parcours du combattant et de les rappeler à leur handicap et donc de les faire souffrir. Et donc c'est ça qu'il faut avoir en tête pour aborder correctement la question de l'accessibilité. Alors là, je vous ai raconté l'histoire de Jean et Marie-Hélène parce qu'on va faire un focus aujourd'hui sur les aveugles et les malvoyants, mais quand on parle d'accessibilité, il n'y a pas que les aveugles. En fait, il y a tout un spectre beaucoup plus large qu'on l'imagine. Il y a des handicaps visibles, bien sûr, les aveugles, les paraplégiques. Il y a aussi des handicaps invisibles, par exemple les daltoniens. Et c'est 80% des handicaps qui sont invisibles. Ça signifie que vous ne savez même pas qui autour de vous est handicapé. Un autre chiffre, c'est que 12% de la population française est touchée par le handicap. Et encore, là, on parle que des handicaps reconnus comme tels, mais il y a toute autre sorte de déficience, de handicap un peu moins important, de handicap situationnel, etc. Mais rien que 12%, c'est une personne sur 8. C'est-à-dire, à l'échelle de cette salle, 50 personnes qui sont handicapées. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête quand on parle d'accessibilité, c'est que sans le savoir, vous êtes tous entourés de plein de personnes qui sont handicapées. Alors on parle d'accessibilité numérique, vous en avez déjà entendu parler, c'est le fait de pouvoir rendre les services digitaux accessibles à tous, et ce, quelles que soient les aptitudes ou les contraintes de chacun. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus ces dernières années? C'est parce que le contexte légal s'est durci. Pourtant, le RG2A, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité numérique, il existe depuis 2009. Mais maintenant qu'il y a des obligations et des sanctions, et que ça touche le service public, ça touche aussi le secteur d'intérêt général, on en parle beaucoup plus. Et ça donne lieu à beaucoup de sujets dans le numérique autour de ça. Pourtant, ça va bien au-delà de ça. Le RG2A, ça reste une liste de règles, de critères. Mais pourtant, l'accessibilité numérique, c'est de l'humain. C'est des émotions, c'est des particularités dans le quotidien de chacun. Et ça va bien au-delà d'une liste.
Alors c'est bien d'être en phase avec la loi, mais c'est encore mieux de le faire pour l'humain. Et justement, on a une opportunité qui s'est présentée récemment, G7. Alors eux, ils nous ont dit, on ne veut pas le faire pour la conformité, on veut le faire pour nos utilisateurs. Et là, c'était vraiment la première fois qu'on entendait quelque chose comme ça. Eux, ce qu'ils souhaitaient tester, c'était une fonctionnalité pour des malvoyants, et ils voulaient voir l'impact que ça pouvait avoir pour eux. Cette fonctionnalité, c'est la synthèse vocale. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est le fait de pouvoir retranscrire en audio tout ce qu'on voit à l'écran. Donc c'est un petit peu comme si vous lisiez un livre, mais en format podcast. Cette demande de la part de G7, c'est le résultat de plusieurs échanges entre les équipes de développement de EY Faber Novel et les PO de côté G7. Il faut savoir que les malvoyants, ils vont avoir au niveau de la mobilité pas le même spectre de mobilité que nous. Ils ne vont pas décrocher un Vélib, ils ne vont pas prendre une trottinette, ils vont encore moins conduire une voiture. Et donc en fait le taxi, ça va être un moyen assez sûr et fiable pour eux de se rendre à des rendez-vous, et donc un moyen assez fréquent. Donc partie de ce constat-là, et de l'enjeu de vouloir mettre les utilisateurs au centre de notre réflexion, on a choisi de faire des entretiens utilisateurs, donc des tests sur l'application qui était actuellement en production. Et en vue de réussir ce challenge, il y a eu 3 grandes étapes dans ce projet-là: la préparation, les entretiens et ensuite l'analyse en vue d'implémenter. Alors pour la partie immersion, déjà il a fallu cibler les personnes qu'on allait interroger, trouver les bons critères, il a fallu les trouver, ce qui n'était pas toujours évident, et puis ensuite il a fallu s'immerger. Et c'est là que j'ai commencé à tester la synthèse vocale sur l'application G7. Jusque-là, c'était plutôt simple. Et puis à un moment donné, j'ai une collègue qui m'a demandé si j'avais testé l'application les yeux fermés. Et là, c'est devenu beaucoup plus compliqué. En effet, c'était une vraie découverte. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a 2 types de synthèse vocale, sinon ce serait un peu facile. On a VoiceOver qui existe sur iOS, donc pour les iPhones, et puis pour la partie Android, on va avoir Tollback. Alors, comment on prend en main une synthèse vocale? Déjà, il faut comprendre la gestuelle. C'est un petit peu quand on swipe sur un téléphone, et puis ça déroule les éléments un à un. Et puis ensuite, il faut faire le tri dans tout ce qu'on entend. Donc, ce qui est différent avec ce qui est visuel, comme vous pouvez le voir par exemple sur cet écran-là, c'est que d'un coup d'œil, vous voyez l'interface sur le téléphone, vous le lisez même en diagonale, et puis vous avez aussi des repères visuels avec des couleurs, des éléments qui sont plus ou moins gros. Alors que quand on écoute, tout est linéaire. On écoute les choses une à une, et c'est à l'utilisateur de venir faire le tri dans ce qu'il entend. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans une expérience qui est totalement auditive, et que le faire les yeux fermés ou les yeux ouverts, ça n'a rien à voir. Alors qu'en tant qu'UX, la question qu'on s'est demandé, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à la même fluidité d'expérience, mais uniquement avec le son? Comment on peut tirer quelque chose de ces tests? Alors toujours sur cet écran, vous voyez, il y a un menu burger en haut et il y a des champs de saisie en bas. Et au milieu, vous avez une carte interactive. Dans cette carte, là, comme vous le voyez, ça paraît en un coup d'œil, encore une fois, facile. Quand on l'écoute, on entend ajustable, 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 ajustable. Et on passe comme ça devant une quarantaine de boutons, parce que la retranscription audio n'avait pas été correctement faite. Et quand on le voit, ça paraît évident. Quand on l'écoute, ça paraît l'Atlantique. Ces hypothèses, on les a confirmées pendant les entretiens utilisateurs. On a appris beaucoup de choses pendant ces entretiens-là. C'était des sessions d'1 heure. Dans cette salle, on a accueilli à peu près 6 personnes, de cécité partielle et totale. Et on a appris beaucoup de choses sur elles. Quelque chose qui m'a impressionné, c'est notamment quand l'un d'entre eux, Khalil, il m'a dit on n'a pas le choix, on est obligé de trouver des subterfuges pour arriver à nos fins. Parce qu'en effet, c'est une cible qui va rencontrer beaucoup de blocages au quotidien, qui va avoir l'habitude de trouver des moyens de contournement. Et donc, ça va faire d'elle une cible qui est assez débrouillarde, patiente et curieuse, dans le domaine du digital notamment. Je vais vous faire passer un petit extrait vidéo pour vous montrer notamment comment ça s'est passé avec un testeur qui était aveugle d'un œil et qui avait une vision de 1 sur 10 sur l'autre œil. Vous allez voir, c'est un peu déroutant, on a l'impression qu'il nous regarde. 0. 0. Parfait. Code confidentiel. Champ de texte sécurisé. Champ de texte. Modification en cours. 8, 1, 7, 8, 6, 0. Mode caractère. Point d'insertion. Code confidentiel. Champ de texte sécurisé. Point d'insertion à la fin. Parfait. Et on va mettre le mot de passe qui va être 45 et 52. 4. 5. 7. 6. 45, 52 Oui. 8, 1, 7, 8, 6. Point d'interrogation. Bouton L. Champ de texte sécurisé. Modification. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. 3 Oui, caractères. je peux pas Mode regarder. caractère. Point d'insertion à la fin. En fait, il aurait
fallu mettre un œil pour que je puisse vérifier ma saisie. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur et nous, en tant que malvoyants, quand c'est des astérisques, on ne peut pas voir si on s'est trompé. Vous le pas. Non, alors que des fois, il y a un œil, ou là, il y a qu'un point d'interrogation pour savoir si, j'imagine, si on a oublié le mot de passe. Mais s'il y avait eu un œil qui nous permettait de voir la saisie du mot de passe, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur avec la synthèse vocale. Vous cliquez sur l'œil, vous répétez le mot de passe. En fait, vous le voyez, et du coup, la synthèse vocale, elle arrive à le lire. Mais tout ce que vous ne voyez pas, nous, on ne peut pas le lire non plus. Ouais, ok. Vous voyez, c'est un peu déroutant, déjà à l'écoute. Et puis, c'est aussi déroutant parce qu'ils nous parlent d'icônes, ils nous parlent d'éléments graphiques. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont une connaissance très poussée des composants qu'on met, des patterns UX qu'on met aussi. Et en fait, ils ont l'habitude de voir des choses et de les retrouver à la même place. Donc, ils ont vraiment ce besoin de cohérence-là dans ce qu'ils vont voir d'une application à une autre. Alors, pour concaténer l'ensemble de ces retours-là, on a mis en place une grille avec une échelle d'impact pour classer d'une part la facilité d'implémentation pour G7, est-ce que c'était facile, difficile ou moyennement difficile à mettre en place, et puis côté expérience utilisateur, est-ce que c'était quelque chose qui était agréable, gênant ou encore bloquant. Et ce qui a été très surprenant sur ces résultats-là, c'est que la plupart des points bloquants avaient un très faible coût d'implémentation. En réalité, c'était souvent une mauvaise retranscription audio de ce qu'on avait pu mettre à l'écran. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait quand même une méconnaissance en tout cas de cette retranscription-là. Alors si demain vous aussi voulez faire des tests, pensez à la logistique, pensez à anticiper la logistique parce que déjà c'est un peu plus fatigant que d'autres tests. Déjà il faut aussi à l'écoute c'est pas facile. Et d'autre part, on a ces utilisateurs-là, ils viennent jusqu'à nous. On a choisi nous de le faire en présentiel parce que ils ont des paramètres assez précis sur leur téléphone. Donc, on a fait le choix que ce soit sur leur propre device que ça se passe. Donc, en présentiel, parce que sinon, vous entendez, on a des doublons entre la synthèse vocale et l'utilisateur. Donc, le présentiel, c'était impératif. Et puis, en testant sur leur propre device, il a fallu anticiper, se dire que ça devait être fait sur l'application en production, anticiper les accès, les chargeurs, tous les types de téléphones possibles. Et puis, d'autre part, il a fallu vraiment s'entraîner sur la synthèse vocale. Parce que si vous faites un test et vous ne maîtrisez pas la synthèse vocale, c'est comme si vous faites un test sur une application que vous ne connaissez même pas vous-même. Alors, on aurait pu s'arrêter là dans notre quête pour l'accessibilité numérique, parce qu'on a eu le cas qu'Edouard nous a présenté par rapport à l'utilisateur. On a compris, on a vraiment immergé dans les quotidiens d'une personne malvoyante. Et on a vu aussi à quel point, si on ne prend pas en compte les handicaps, ça peut donner des résultats assez catastrophiques. Dans ce sens-là, on a écouté la voix de l'utilisateur. On a aussi fait une passe très rapide sur les différentes typologies d'handicap qui existent et aussi des déficiences. On a vu aussi qu'on peut tous être concernés à un moment ou un autre, puisqu'il existe des handicaps permanents, temporaires ou situationnels. Et on a aussi vu très rapidement le cadre dans lequel on évolue aujourd'hui en tant que designer d'interface, c'est-à-dire l'RG2A, qui finalement aujourd'hui, c'est quand même la plus grande partie des demandes de nos clients, c'est la conformité, c'est l'audit, etc. On a donc pris en compte les contextes du marché, les contextes réglementaires et les contextes du coup sociétal. Et enfin, Bastien nous a fait un retour d'expérience sur G7, ces clients qui nous a fait ces cadeaux de faire une demande vraiment user-centrique pour les coups et pas tout à fait dans la conformité. Donc dans ce sens, on a écouté la voix du client ou si vous voulez du business. Donc on a la voix de l'utilisateur, on a la voix du marché, on a la voix du client. On a écouté les trois voix. Et peut-être que vous connaissez déjà cette loi. Quand on travaille dans les designs d'expérience, c'est très important du coup de trouver l'équilibre entre ces trois voies. Si on arrive à prendre en compte les attentes de l'utilisateur, les contextes du marché et aussi les demandes du client, ce qui parfois est le plus dur, on arrive à créer une expérience optimale. Donc dans notre quête d'accessibilité, normalement, on devait être bon. Et pourtant, on sentait qu'il manquait quelque chose. Et pour cause. L'utilisateur qui utilise notre produit, du coup, accessible numériquement, donc en conformité, il l'utilise dans un contexte qui est le sien. Il l'utilise dans une ville, avec d'autres personnes, d'autres bruits, d'autres contraintes, etc.
Et c'est exactement le problème quand on fait un focus sur les interfaces qui sont accessibles, c'est qu'on adapte quelque chose qui à la base n'a pas été conçu pour eux. On peut penser en fait que dans le monde actuel, il y a plein d'endroits, la plupart d'ailleurs d'endroits qui ne sont pas adaptés aux personnes en situation de handicap. Par contre, est-ce que nous, en tant que designers d'expérience et donc ambassadeurs de la voix de l'utilisateur, est-ce qu'on pousse la vis jusqu'au bout, vraiment, pour une conception inclusive? On s'est donc creusé la tête, parce que finalement, c'est ce qu'on aime faire de mieux en tant que designer. On doute, on interroge, on se questionne, on analyse et on recommence après. Et c'est aussi ce qui rend notre métier passionnant. Et on sait aussi que c'est ce qui rend pénible pour les autres personnes de travailler avec nous, ceux qui ne sont pas designers. Donc maintenant qu'on avait ces petits os à ranger, c'est-à-dire l'accessibility washing, donc toute une dynamique, nous on l'a baptisé accessibility washing parce qu'on trouve que finalement c'est encore un sujet tendance qui est très bien pour les marques d'en parler, un peu comme l'inclusivité des femmes, l'émission zéro CO2, les réchauffements climatiques, l'accessibilité. Mais est-ce qu'au fond, quand on creuse, on est vraiment en train de faire tout ce qu'on peut? Donc on a commencé du coup à ranger cet os et on a fait ce qu'on fait de mieux, donc questionner, douter, interroger, analyser et recommencer. Vous savez qu'on a plein d'outils et des lois qui règlent notre métier, et tant mieux, parce que pour le coup, c'est un outil qui est très processé. Parfois, on peut juste suivre ces étapes-là et on arrive à livrer quelque chose de qualitatif, peut-être pas 100% optimal, mais en tout cas qualitatif. On a la loi de la similarité, on a la loi des proximités, on a la loi des Hicks, on a la loi des Jacobs, on a la loi des 3 clics, on a les 3 voies. Et finalement, tout ça, c'est très bien, parce que ça prend en compte l'expérience visuelle et les capacités cognitives du commun mortel. Encore faut-il que le commun mortel fasse partie de la majorité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas analysé ces outils-là, parce qu'il y en a plein, et vous savez. On a fait du coup, on a pris un peu de recul et on est allé voir la méthodologie plutôt. Les design thinking, vous les connaissez très bien, c'est la méthode qu'on déploie nous au quotidien. Et encore une fois, c'est une méthodologie qui marche très bien. Il y a des étapes qu'on suit, donc ça nous rassure aussi qu'on n'oublie pas certains aspects. Mais malgré le fait que cette méthodologie est très bien, malgré le fait qu'on a écouté les 3 voies, on était toujours un peu sur notre faim dans cette partie-là. Donc, on va commencer à décortiquer du coup cette méthodologie. La phase de problème, du coup, les débuts de ces 2, 3, 4 diamants, il y a plusieurs représentations, mais en tout cas, nous, on va prendre la représentation des doubles diamants ici. Justement, le problème, normalement, il peut venir du marché. Il y a des concurrents qui ont un produit beaucoup plus performant, donc il faut qu'on le mette à jour. On peut le faire, on livre, un truc de qualité d'ailleurs. On peut aussi avoir notre client qui n'est pas satisfait avec un point ou autre. Il fait appel au designer pour ranger la chambre, on y va, on fait notre magie et on livre quelque chose de qualité. Et si les choses sont bien faites, la problématique va venir de l'utilisateur. Donc il y a quelque chose qui bloque pour l'utilisateur. Et souvent, ce sont les pain points. Donc si on fait bien notre boulot, on va aller chercher la data pour trouver un peu plus de volume dans tous ces pain points-là et pondérer finalement quelles sont les problématiques sur lesquelles on doit se concentrer. Dans notre quête, dans notre questionnement et dans notre ouverture du coup pour une conception plus inclusive, on s'est posé la question de, plutôt que se concentrer sur la problématique du coup qui est pondérée et beaucoup plus en volume par rapport à la cible, pourquoi pas aussi ne pas se concentrer sur les problématiques d'une population minoritaire, pour le coup les personnes en situation de handicap. Eux aussi, ils ont des pain points, et eux, ils ne vont pas figurer dans la majorité des problématiques et des pain points. Il faut savoir que quand on résout un pain point pour une personne voyante dans une application lambda, on est en train d'améliorer l'expérience, on est en train peut-être de faire juste du confort. Quand on résout un pain point pour une personne en situation de handicap, pour le coup, on peut même en train de le rendre autonome et faire en sorte qu'il peut enfin accéder à ces services ou ces produits. C'est le cas des gens, dont l'histoire a été racontée par Edouard, qui n'arrivent pas à déclarer ses emplois en ligne parce qu'il y a un point de l'expérience digitale qui demande un CAPTCHA et qui du coup il n'arrive pas à le mettre puisque de toute façon il a besoin de quelqu'un, une personne voyante pour pouvoir le faire. Si on passe à la phase suivante du coup de la méthodologie, la phase discovery, vous connaissez peut-être la courbe de Nielsen qui dit qu'à partir de 7-8 utilisateurs, on commence déjà à avoir la plupart des problématiques qui concernent nos produits et services.
Encore une fois, les 7-8 personnes, si on est en train de travailler sur un produit ou service qui n'est pas spécifique pour les personnes en situation de handicap, ça ne va pas prendre en compte ces personnes-là. Et si, encore une fois, on inclut ces personnes-là dans notre panel, et si on faisait un panel aussi pour les personnes en situation de handicap à chaque fois qu'on faisait de la recherche, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas ces personnes-là qui vont faire partie de la majorité. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'on va découvrir des nouvelles choses. Au-delà des 7-8 personnes de la majorité, on va aussi découvrir des nouvelles choses par rapport à ces personnes en situation de handicap et améliorer l'expérience. Delivery. Dans cette partie, on peut parler de la conception collaborative. Dans la conception collaborative, vous savez, il y a 3 grandes étapes qu'on peut partager entre idéation, conception et test. Et quand on veut parler d'une conception collaborative inclusive, on peut aussi parler de quel est le rôle de ces personnes en situation de handicap dans cette conception collaborative. Si on parle d'idéation et de conception, ce qui est intéressant, c'est que les personnes en situation de handicap peuvent avoir 2 rôles intéressants. Le premier, c'est d'être l'expert. On a beau se mettre en empathie avec cette cible-là pour pouvoir concevoir la meilleure expérience pour eux. Nous, on n'est pas des personnes en situation de handicap. Certaines personnes sont nées avec une déficience. Certaines personnes, ça fait des années qu'ils sont en train de développer les autres sens, autres que ceux qui leur manquent. Et même si, par exemple, pour les tests, comme Bastien l'a fait en testant la synthèse vocale, ça nous aide aussi dans la conception. Quand on est en train d'idéer, c'est quand même super intéressant de les avoir en tant qu'experts pour nous livrer de leur vécu. Le deuxième point dans l'idéation et la conception, c'est de les avoir tout simplement en ouverture des chakras. Vous savez, le plus loin la réalité est du designer, le plus intéressant, c'est d'inclure certains profils dans la phase d'idéation. Donc oui, essayons de lutter pour que ces personnes-là fassent aussi partie des séances d'idéation, puisqu'ils peuvent aussi enrichir notre quotidien. Vous voyez Siri, qui est l'assistant vocal. Normalement, l'assistant vocal, c'est soit parce qu'on a la flemme de taper sur notre téléphone, soit parce qu'on a un handicap et du coup, on ne peut pas taper. Aujourd'hui, c'est très démocratisé et c'est utilisé pour des personnes voyantes, valides si vous voulez. Et c'est quelque chose du coup qui montre aussi que le monde des personnes en situation de handicap peuvent aussi enrichir le monde des personnes valides. Donc, n'hésitons pas. Et troisièmement, les tests. Quand on fait un test sur une application lambda, on conseille souvent de passer par la phase wireframe pour éviter tous les coûts qui peuvent venir après si on fait quelque chose déjà en production, parce que récupérer l'erreur en mode wireframe, c'est beaucoup plus simple qu'en mode prod. Par contre, ce n'est pas vrai pour les personnes en situation de handicap. En tout cas, nous, vous avez vu, on fait un petit focus sur les personnes malvoyantes pour cette conférence, mais en tout cas, quand on a des synthèses vocales, on a besoin que ces produits-là soient déjà en prod. Donc ça veut dire que la phase test, il faut juste réfléchir qu'elle va être un tout petit peu après. Donc il va falloir un environnement fermé pour qu'on puisse faire ces tests-là. Si on a pris en compte du coup cette inclusivité dans les 3 premières étapes de notre double diamant, normalement on est bon dans la solution, mais en tout cas on est mieux. On n'est peut-être pas parfait, mais on est mieux. Et ce qu'on vous propose finalement, c'est le Design for Inclusive Experience, qui tout simplement est, et encore un buzzword, une méthodologie augmentée, c'est-à-dire inclure les personnes en situation de handicap dans toutes les étapes, que ce soit de recherche, conception ou delivery, puisque c'est ça finalement qui va nous apprendre et nous enrichir aussi dans notre conception. Est-ce que ça a un coût, ça a un effort? Oui, bien sûr. Est-ce que ça vaut la peine? Carrément. La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Merci beaucoup.